Parmi toutes les créations navales du XXe siècle, peu de navires de guerre ont inspiré autant de respect que l'USS Wisconsin. Véritable forteresse flottante, ce cuirassé représentait la quintessence de la puissance américaine en mer. Sa silhouette massive, armée de 9 canons principaux de 406 mm, 16 pouces, était capable de réduire en poussière presque toute cible, qu'il s'agisse d'un navire ennemi ou d'une fortification côtière. Construit dans le cadre du programme de cuirassés rapides de la classe Iowa, le Wisconsin devait allier deux qualités rarement réunies: une puissance de feu monstrueuse et une vitesse inhabituelle pour un navire de cette taille. Ses concepteurs voulurent en faire non seulement une plateforme d'artillerie redoutable, mais aussi un bâtiment capable de suivre les porte-avions modernes, devenu la colonne vertébrale des flottes américaines. Posée sur cale en janvier 1941 au chantier naval de Philadelphie, la coque du Wisconsin, BB-64, représentait un saut technique majeur. Il s'agissait du troisième navire lancé de la classe Iowa sur un total de 4. Chacun d'eux portait le nom d'un État américain, et le Wisconsin héritait ainsi du surnom de la Badger State, l'État du blaireau, comme un hommage au 30e État entré dans l'Union. Son armement principal se composait de 3 tourelles triples, abritant chacune 3 canons Mark 7 de 406 mm. Ces pièces pouvaient projeter des obus de plus d'1 tonne à plus de 32 km, avec une précision et une puissance destructrice redoutables. À côté de cette artillerie titanesque, le navire disposait de batteries secondaires de 127 mm, 5 pouces, idéales aussi bien contre la surface que contre des cibles aériennes. Ne s'arrêtant pas là, on y installa également un ensemble de canons automatiques de 40 mm et de 20 mm pour la défense anti-aérienne rapprochée, une nécessité absolue à l'heure où les attaques kamikazes et les raids massifs japonais faisaient planer un danger permanent sur toute flotte opérant dans le Pacifique. Enfin, plusieurs radars de dernière génération furent installés. Un radar de veille aérienne AN-SPS-49, un radar de surface AN-SPS-67 et un système de conduite de tir AN-SPQ-9. Autant dire que la passerelle du Wisconsin représentait à l'époque une véritable salle de commandement futuriste. Malgré ses dimensions impressionnantes, 270 mètres de long, 33 mètres de large et un tirant d'eau de plus de 11 mètres, le Wisconsin n'était pas un géant pato. Grâce à une propulsion moderne atteignant les 212 000 chevaux, il pouvait filer à plus de 30 nœuds, c'est-à-dire plus de 55 km/h. Pour un cuirassé approchant les 58 000 tonnes en pleine charge, une telle vitesse relevait presque de la prouesse technologique. Son blindage atteignait par endroits 37 cm d'épaisseur, offrant une protection redoutable contre la plupart des obus et bombes ennemies. Le navire combinait donc la brutalité d'un marteau avec la rapidité d'une lame, l'une des raisons pour lesquelles les marins qui y servirent gardèrent toujours une affection particulière pour leur Big Whiskey, surnom donné avec humour et tendresse à ce monstre d'acier. Mis à l'eau en décembre 1943, le Wisconsin fut officiellement admis au service en avril 1944, sous le commandement du capitaine Earl E. Stone. Après une phase d'essai intensif dans la baie de Chesapeake et des exercices au large des Antilles britanniques, le cuirassé rejoignit le canal de Panama, puis mit le cap sur l'océan Pacifique. En septembre 1944, alors que le conflit mondial atteignait son paroxysme, le Wisconsin était intégré à la flotte du Pacifique, encore en pleine expansion. Sa première véritable mission serait de participer à une opération d'envergure: la reconquête des îles Philippines, cœur stratégique que le Japon occupait depuis 1942. En décembre 1944, le Wisconsin rejoignit la 3e flotte du très respecté amiral William F. Halsey. À ses côtés, des groupes de porte-avions rapides et une multitude d'escortes convergèrent vers les Philippines. Rapidement, le navire entra en action. Ses canons eurent à bombarder des dépôts, des aérodromes et des positions japonaises autour de Manille. Dans le même temps, l'aviation américaine, bénéficiant du soutien du Wisconsin et des autres cuirassés, détruisit plus de 270 avions ennemis et coula près de 30 navires japonais. Ce fut une période où les marins sentirent que leur présence changeait réellement le cours de la guerre. Le ciel philippin, autrefois dominé par les chasseurs nippons, fut bientôt entièrement contrôlé par les forces alliées. Mais la guerre n'apportait pas seulement la menace des bombes et des torpilles, elle obligeait aussi à affronter une autre force implacable, la nature. Le 18 décembre 1944, en plein cœur de la campagne, la flotte américaine fut frappée par un typhon d'une violence inimaginable,
connu sous le nom de Cobra. 3 destroyers sombrèrent et près de 800 marins périrent dans les flots démontés. Une dizaine d'autres bâtiments furent gravement endommagés. Pourtant, à la surprise de tous, le Wisconsin sortit indemne de cette épreuve. Sa solidité impressionna ses marins, preuve supplémentaire que leur navire était véritablement né pour survivre. Fort de cette expérience, le cuirassé reprit aussitôt les opérations. En janvier 1945, il appuya les assauts américains sur l'île de Luçon, puis bombarda des installations ennemies à Formose, l'actuel Taïwan. À chacun de ces tirs, la terre tremblait et les positions japonaises disparaissaient en une pluie de flammes et de gravats. Dans ces semaines décisives, l'ennemi perdit plus de 40 navires additionnels et de nombreuses infrastructures, arsenaux, dépôts, batteries côtières. Chaque salve rapprochait les Alliés de l'objectif final, vaincre l'Empire du Soleil levant. Le Wisconsin, après avoir démontré sa puissance de feu autour des Philippines et de Formose, ne s'arrêta pas là. Au début de février 1945, il fut intégré à la force opérationnelle 58, commandée par l'amiral Spruance. Leur mission était claire, s'approcher des eaux japonaises elles-mêmes et frapper l'ennemi au cœur. À l'aube du 16 février, la silhouette massive du cuirassé se profilait au large du Japon. Ses tourelles géantes pivotèrent lentement et presque aussitôt, un feu d'enfer s'abattit sur les aérodromes proches de Tokyo. Plus de 300 avions japonais furent abattus ou détruits dans les airs, et près de 200 appareils supplémentaires furent pulvérisés au sol. Les hangars, ateliers, dépôts d'essence et pistes ne furent plus que ruines fumantes. À des centaines de kilomètres de là, les populations civiles, habituées à voir leur armée affronter le monde entier, découvrirent la puissance directe de l'artillerie navale américaine. À peine ces bombardements terminés, le Wisconsin reçut une nouvelle mission, encore plus symbolique: appuyer les troupes américaines sur Iwo Jima. Le 19 février, les Marines se lancèrent à l'assaut de cette petite île volcanique, connue aujourd'hui pour les combats acharnés dont elle fut le théâtre. Avant même que les premières barges ne touchent le sable noir de l'île, Big Whiskey ouvrit le feu. Ses obus, chacun pesant près d'une tonne, creusèrent des entonnoirs dans les positions japonaises, réduisant au silence bunkers et blockhouses creusés dans la pierre. Pour les soldats au sol, chaque salve du cuirassé représentait à la fois un rugissement rassurant et une démonstration terrifiante de destruction. Un mois plus tard, en mars 1945, ce fut le tour des positions japonaises à Kyushu et Okinawa de subir l'orage de feu. Pendant des jours, les canons de 406 mm pilonnèrent sans relâche les caches d'artillerie et les fortifications dissimulées. Le sol éclatait, les bunkers s'effondraient, et les défenseurs, malgré leur courage, voyaient leurs lignes se déliter. Chaque tir de Wisconsin allégeait la tâche des troupes au sol et rapprochait un peu plus la fin du conflit. En juin, les États-Unis se tenaient prêts à envahir les îles principales de l'archipel nippon. Le cuirassé poursuivit alors ses bombardements contre des cibles industrielles. Raffineries de pétrole, entrepôts de carburant, usines de construction navale. Le Japon brûlait littéralement, mais son armée refusait de céder. Ce brasier culmina en août 1945. Quelques jours avant que des bombes atomiques ne s'abattent sur Hiroshima et Nagasaki, les forces américaines entreprirent un dernier raid aérien dévastateur sur Tokyo, appuyé par les tirs navals de bâtiments comme le Wisconsin. Les cieux et la terre vibraient sous la puissance coordonnée des bombardiers et de l'artillerie lourde. Quand survint la capitulation japonaise quelques semaines plus tard, les marins du Big Whiskey comprirent qu'ils avaient été les témoins directs du basculement d'un monde. Mais même si les hostilités prenaient fin, le rôle du cuirassé ne s'achevait pas avec la paix. Il fut affecté à l'opération appelée Magic Carpet, immense effort logistique dont l'objectif était de rapatrier les centaines de milliers de soldats américains dispersés dans l'immensité du Pacifique. Le Wisconsin transporta ainsi des vétérans vers la côte ouest des États-Unis. Ces retours furent empreints d'émotion. Pour beaucoup de marins, c'était la première fois depuis des années qu'ils posaient de nouveau le pied sur leur sol natal. À l'issue de cette mission, le cuirassé fut mis en réserve, désarmé après seulement quelques années de service actif. Pourtant, malgré ce retrait, il avait déjà cumulé un palmarès impressionnant. 5 étoiles de bataille, attribuées pour sa contribution déterminante dans les principales campagnes du Pacifique. Ces marins savaient que derrière son silence apparent dans les docks, Big Whiskey n'était pas mort. Dans les conversations de ceux qui avaient servi à bord,
Il était question d'un navire qui, tôt ou tard, reprendrait du service. L'histoire, en effet, allait encore l'appeler. Car à peine la Seconde Guerre mondiale bouclée, la tension sur le continent asiatique explosa à nouveau. En 1950, le déclenchement brutal de la guerre de Corée allait tirer Wisconsin de son sommeil. Alors qu'une invasion éclair lancée par la Corée du Nord communiste surprenait et bouleversait la péninsule, les Nations Unies et les États-Unis mobilisèrent massivement. En mars 1951, le Wisconsin fut réarmé et reconfiguré, remis une fois encore au service de la flotte américaine, cette fois sous le commandement du capitaine Thomas Burroughs. Après avoir servi de navire-école pour les aspirants, il mit le cap vers le Pacifique, préparé à un second grand affrontement. En novembre de la même année, il atteignit le Japon et fut immédiatement désigné navire amiral de la 7e flotte, relevant son sister ship, l'USS New Jersey. Sa nouvelle mission était claire, apporter un appui-feu déterminant aux troupes sud-coréennes et aux marines américains qui se battaient sur le terrain. Dans la région de Kosong, ses canons fauchèrent chars, batteries d'artillerie et bunkers nord-coréens. L'une des opérations les plus marquantes eut lieu lorsqu'une unité sud-coréenne encerclée demanda désespérément de l'aide. Le Wisconsin tira alors plusieurs obus éclairants, illumina la nuit comme si l'aube se levait brutalement, permettant aux soldats alliés de repousser l'assaut adverse. Cette technique, simple mais redoutablement efficace, fut utilisée de nouveau peu après, quand le navire protégea la 11e division sud-coréenne dans le port de Wonsan. Décembre 1951 vit le cuirassé continuer ses missions sans relâche. Ses canons secondaires finirent plusieurs embarcations ennemies le long des côtes, tandis que son armement principal démantelait postes de commandement et tranchées dans la région de Kojo. Le Wisconsin fut brièvement relevé pour un entretien rapide au port japonais de Sasebo avant de reprendre la mer. Quelques jours plus tard, il accueillait à son bord un invité inattendu, le cardinal Francis Spellman, venu apporter un message spirituel et réconfortant aux soldats des Nations Unies et célébrer une messe de Noël sur le navire. Peu après, en janvier 1952, le président sud-coréen Syngman Rhee en personne rendit visite au cuirassé. L'honneur fut immense. À bord, il remit une haute décoration militaire à l'amiral Martin, commandant de la 7e flotte. Les marins du Big Whiskey sentirent combien leur navire n'était pas seulement un instrument de guerre, mais aussi un symbole politique et moral dans ce conflit où idéologie et stratégie s'entremêlaient. Pour Wisconsin, aucune pause ne dura bien longtemps. De nouveau, en février, il bombarda voies ferrées, tunnels et convois ennemis autour de Songjin. Le 15 mars 1952, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le cuirassé encaissa un tir direct. Un obus de 150 mm frappa l'un des emplacements de canon de 40 mm du flanc tribord. 3 marins furent légèrement blessés et le blindage encaissa sans plainte. Mais cet accroc insuffisant pour l'endommager déclencha une réaction foudroyante. Les tourelles principales se braquèrent et aussitôt un déluge d'acier s'abattit sur la batterie ennemie. En quelques minutes, toute trace de l'installation avait disparu sous un gigantesque cratère. Le navire voisin, l'USS Duncan, envoya un message malicieux. « Tempérament, tempérament », soulignant avec humour la disproportion de la riposte. Après plusieurs mois de campagne, Wisconsin fut relevé en avril par son navire jumeau, l'USS Iowa, et mit le cap vers les États-Unis. Il emportait avec lui l'ajout d'une 6e étoile de bataille à son palmarès, symbole de sa contribution à la guerre de Corée. Il avait survécu à nouveau, prouvant que, même au milieu du XXe siècle dominé par l'aviation, un cuirassé pouvait toujours imposer respect et crainte. Après son retour triomphant de Corée, le Wisconsin entra dans une nouvelle phase de sa carrière. Si la guerre l'avait une fois de plus projeté sur le devant de la scène, le destin des cuirassés au milieu du XXe siècle se jouait désormais différemment. Dans un monde où l'aviation embarquée et les sous-marins nucléaires redéfinissaient la supériorité navale, ces géants d'acier, jadis rois des océans, semblaient appartenir à un âge déjà révolu. Pourtant, Big Whiskey allait prouver qu'il avait encore un rôle à jouer. Dans l'immédiat après-guerre de Corée, il fut surtout utilisé comme navire-école. De jeunes aspirants de la Navy embarquaient à son bord pour apprendre la navigation, la vie militaire en mer et les rudiments de la stratégie navale. Pour eux, servir sur un tel navire, qui avait déjà accumulé plusieurs étoiles de bataille, était à la fois un honneur et un témoignage vivant d'une époque glorieuse.
Mais la routine de la formation fut brutalement interrompue en 1956. Cette année-là, lors d'un exercice en mer, l'USS Wisconsin entra en collision avec le destroyer USS Eaton. Le choc endommagea gravement l'étrave des deux bâtiments. Pour réparer aussitôt ce bijou de la Navy, on décida d'utiliser une partie jamais achevée d'un autre cuirassé de la même classe, l'USS Kentucky, demeuré inachevé. Ainsi, le Wisconsin reçut une nouvelle proue directement issue de son sister ship qui ne vit jamais la haute mer. Cet épisode étonnant renforça la légende du cuirassé, surnommé par ses marins un navire ressuscité à partir des restes d'un autre. Dans les années qui suivirent, les États-Unis entrèrent dans une période de réarmement intensif, sous l'impulsion du président Ronald Reagan et de son ambitieux projet de Navy à 600 navires. Les cuirassés de la classe Iowa, alors à la retraite, furent remis en état et modernisés. Le Wisconsin, lui aussi, bénéficia de ces vastes rénovations. Si ses canons de 406 mm restaient intacts et redoutables, on ajouta de nouveaux systèmes électroniques, des moyens modernes de communication et une défense rapprochée mieux adaptée aux menaces de missiles. L'idée était simple, montrer au monde, et notamment à l'Union soviétique, que les États-Unis demeuraient capables de déployer leur plus puissant symbole naval. Pourtant, malgré ces adaptations, les géants de la Seconde Guerre mondiale semblaient de plus en plus anachroniques dans une période dominée par la guerre froide et par la logique nucléaire. Pendant plusieurs années, le Wisconsin servit essentiellement à des exercices, naviguant, participant à des défilés et rappelant par sa silhouette emblématique la continuité d'une puissance navale américaine qui, d'une génération à l'autre, n'avait jamais faibli. Il fallut attendre le tournant des années 1990 pour que Big Whiskey retrouve une ultime fois son rôle principal, la guerre. Lorsque l'Irak envahit le Koweït en août 1990, une coalition internationale dirigée par les États-Unis se forma rapidement pour libérer l'Émirat. La marine américaine ressortit alors ses cuirassés modernisés pour les envoyer dans le golfe Persique. Pour Wisconsin, c'était un retour inespéré sur le théâtre des opérations, près d'un demi-siècle après sa mise en service initiale. Dans le cadre de l'opération Desert Storm en 1991, le Wisconsin déploya toute sa puissance. Ses énormes canons tonnèrent à nouveau, visant dépôts de munitions, positions ennemies, infrastructures stratégiques irakiennes. Pour beaucoup de soldats au sol, entendre le rugissement profond de ces obus était un rappel brutal d'un autre âge, presque incongru au milieu des missiles de croisière modernes et des bombardiers furtifs. Mais l'efficacité restait indéniable. Un obus de 406 mm tombant du ciel créait une zone de destruction telle qu'aucune troupe irakienne ne pouvait prétendre s'y retrancher. Plus symbolique encore, le Wisconsin participa au lancement de missiles de croisière Tomahawk, nouvelle arme vedette de la Navy. L'image était saisissante. Un cuirassé conçu dans les années 1940, lancé pour frapper avec une précision électronique des cibles en Irak, à des centaines de kilomètres de distance. Big Whiskey unissait ainsi deux époques radicalement différentes de la guerre navale. Ce fut au cours de ce conflit que le Wisconsin reçut une ultime distinction historique. Il devint le dernier cuirassé au monde à avoir pris part à des combats réels. Après des décennies d'évolution technologique, lui qui avait vu passer la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre froide, tirait ses dernières salves au crépuscule du XXe siècle. L'effondrement de l'Union soviétique, survenu la même année, redessina complètement le paysage stratégique. Les grandes batailles de cuirassés appartenaient définitivement à l'histoire. Désormais, les porte-avions et les sous-marins nucléaires allaient dominer sans partage les océans. Le Wisconsin, fidèle à son rôle de dernier témoin, fut à nouveau désarmé. Cette fois, ce retrait fut définitif. Mais l'histoire de Big Whiskey ne s'arrêta pas pour autant. En effet, plutôt que de le reléguer à la casse, les autorités décidèrent de transformer le navire en musée. Installé à Norfolk, en Virginie, il ouvre ses flancs aux visiteurs venus découvrir un fragment tangible de l'époque où ces géants d'acier régnaient sur les mers. Les familles, les passionnés d'histoire navale et les anciens marins y trouvent aujourd'hui un lieu de mémoire unique. Déambuler sur ces ponts immenses, longer ces canons gigantesques ou pénétrer dans ces coursives sombres, c'est ressentir encore l'écho d'un passé fait de fracas, de devoirs et de sacrifices. Chaque rivet, chaque cabine, chaque mitrailleuse restaurée raconte une part de l'histoire américaine et plus largement mondiale. Ainsi s'acheva la carrière du Wisconsin.
De son premier voyage vers le Pacifique en 1944 jusqu'au bombardement du désert koweïtien en 1991, il aura traversé un demi-siècle de convulsions, témoignant de l'évolution fulgurante des guerres et des sociétés humaines. Ces marins, qu'ils aient servi dans la Seconde Guerre mondiale ou dans la guerre du Golfe, partageaient un même lien, celui d'avoir appartenu, un temps, à la légende vivante du Big Whiskey. Après les combats du Golfe, le Wisconsin retourna aux États-Unis avec un sentiment singulier, celui d'avoir écrit la dernière page de l'histoire des cuirassés. Contrairement à ses premiers engagements, faits de batailles massives et de dangers constants, cette ultime campagne avait surtout confirmé que son époque touchait à sa fin. Dès que la poussière de la guerre retomba, on prit la décision de retirer Big Whiskey du service actif. Cette fois, le choix fut définitif. Les technologies modernes, les missiles de longue portée et les porte-avions géants avaient remplacé le rôle qu'il avait incarné si longtemps. Pourtant, il n'était pas question de le démanteler et de réduire à la ferraille un tel monument d'histoire. À Norfolk, en Virginie, le Wisconsin fut transformé en navire-musée. Ses tourelles, figées, ses coursives étroites et ses ponts immenses allaient désormais accueillir non plus des marins, mais des visiteurs de tous âges. Ceux qui montent aujourd'hui à bord découvrent non seulement l'échelle inhumaine d'un cuirassé, avec ses canons dépassant la taille d'une maison, mais aussi les espaces de vie quotidienne. Les chambrées, le carré des officiers, les machines encore intactes. Cette juxtaposition entre le gigantisme militaire et la vie simple des marins du rang rend la visite profondément émouvante. Beaucoup d'anciens combattants y amènent leurs enfants ou leurs petits-enfants, racontant, face aux pièces d'artillerie et aux photos, ce qu'a été leur jeunesse passée parmi le fracas des obus. Pour les historiens, le Wisconsin est un témoin privilégié. Il traverse 3 époques majeures, la Seconde Guerre mondiale, avec le feu dévorant du Pacifique, la guerre de Corée, symbole de la confrontation idéologique Est-Ouest, et enfin la guerre du Golfe, vitrine des alliances modernes et de l'arsenal technologique des années 1990. Il incarne ainsi à lui seul un demi-siècle d'histoire militaire américaine et mondiale. Mais au-delà de la simple puissance militaire, la figure du Big Whiskey évoque le courage, la discipline et la solidarité de milliers de marins qui vécurent à son bord. Des générations entières y ont servi, laissant derrière elles souvenirs, lettres, photographies. Chaque visite est ainsi un acte de mémoire, une passerelle entre ceux qui ont connu l'acier incandescent et ceux qui ne le découvrent qu'à travers les récits. Le Wisconsin repose désormais en silence, amarré définitivement. Mais ce silence n'est pas celui de l'oubli. Il est celui de la transmission, celui d'un navire qui continua à enseigner même après avoir cessé de combattre. Pour beaucoup d'Américains, il reste un symbole tangible, celui d'un pays capable de construire, au cœur du XXe siècle, des colosses d'acier pour protéger ses idéaux et défendre ses alliés. Ainsi se conclut le parcours du Big Whiskey. De ses premières salves en 1944 aux dernières lueurs de la guerre du Golfe, il aura été le témoin des transformations foudroyantes de la guerre navale. Aujourd'hui, immobile mais toujours majestueux, il continue à imposer le respect. Pour les visiteurs qui franchissent sa passerelle, l'expérience n'est pas seulement celle d'un cuirassé, mais celle d'un livre ouvert sur le siècle passé.